Robert Mugabe n'entend pas ployer les Chines face aux menaces occidentales. Le président zimbabwéen a déclaré dimanche être prêt à rendre coup pour coup les sanctions des pays occidentaux contre son pays. Pour le vieux warrior d'Harare, les pays du Nord, qui depuis 10 ans imposent des sanctions contre son régime, devraient arrêter leur harcèlement dans les mesures où des sociétés britanniques et américaines, entre autres, installées dans son pays, bénéficient du meilleur traitement qui soit. Très remonté, Robert Mugabe n'entend pas lâcher du lest. « Tu me frappes, je te frappe », a-t-il déclaré. Notre attitude ne va pas continuer à être ce qu'elle était dans le passé, c'est-à-dire passive. Nous en avons assez, ça suffit, a-t-il martelé. Lundi dernier, la diplomatie américaine a affirmé que les États-Unis étaient prêts à modifier leur politique de sanctions si et seulement si le gouvernement zimbabwéen établissait un contexte de réforme pacifique, transparente et crédible qui soit le reflet de la volonté du peuple zimbabwéen. À la clôture du sommet de Lilongwe au Malawi il y a plus d'une semaine, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe SADC avaient réclamé la levée de toutes les formes de sanctions jusqu'ici imposées au Zimbabwe contre des entreprises ou des individus. Jeudi dernier, lors de son investiture au stade d'Harare, Robert Mugabe a traité d'un ton amer les pays occidentaux d'infâmes. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé respectivement en 2002 et en 2003 des sanctions, dont des gels des avoirs et des interdictions de déplacement au président Robert Mugabe et à ses proches. Au début de cette année 2013, l'Union européenne a suspendu la plupart de ces sanctions, sauf celles visant Robert Mugabe, 10 de ses proches ainsi que 2 sociétés, tandis que celles décidées par les États-Unis restent toujours en vigueur. Après l'élimination définitive d'André Rajoelina, Lalao Ravalomanana et Didier Ratsiraka de la course pour la présidence, rien ne semble plus pouvoir stopper le processus électoral malgache. Mais avant, il restait encore un dernier toilettage des candidatures. En effet, les autorités politiques candidates doivent démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la tenue du scrutin, dont la date du premier tour a été fixée au 25 octobre prochain. Ainsi, sur les 33 candidats finalement retenus pour l'élection présidentielle malgache, 11 sont tenus de démissionner de leurs fonctions au sein des institutions de transition, et ce au plus tard ce lundi 26 août 2013. D'un autre côté, les 3 grandes mouvances mises sur la touche par la communauté internationale notamment, et qui dénoncent la maigreur de l'électorat restante, n'ont pas proposé de candidat de substitution. Une situation qui pose d'ores et déjà le problème de légitimité des futurs élus malgaches. Les conditions de détention de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire restent préoccupantes alors que le PDCI est au bord de l'éclatement. Selon l'ancien conseiller du président Laurent Gbagbo Alain Toussaint, Charles Blé Goudé n'est pas traité avec dignité et humanité, ce qui est contraire aux règles et normes humanitaires internationales. L'ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne est actuellement incarcéré dans les sous-sols de la DST, gardé au secret à l'abri de tout regard, privé de soins. Une situation qui chaque jour dégrade un peu plus son état de santé. Alain Toussaint, qui craint le pire pour Charles Blé Goudé, dans une lettre adressée au président du Comité international de la Croix-Rouge Peter Mouret, rappelle que par les conventions de Genève, le CICR a reçu le mandat de la communauté internationale de visiter les prisonniers et c'est pourquoi les familles et le peuple ivoirien ont besoin de son aide afin d'être définitivement situés sur le traitement infligé aux détenus, au total 800 civils et militaires, en lien avec la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. Avant le conseiller Alain Toussaint, l'avocat de l'ancien général de la Ruche avait déclaré le 5 août dernier que son client enfermé au violon de la DST dort quasiment nu, à même le sol, ne voit pas la lumière du jour, ne bénéficie pas de soins médicaux et n'a droit qu'à un seul repas par jour alors qu'il est sous mandat de dépôt. En application des articles 4 et 9 du décret numéro 69/189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, Charles Blé Goudé doit être détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka, avait-il poursuivi avant de condamner avec la dernière énergie les tortures,
les traitements inhumains et dégradants dont il est l'objet depuis sa déportation. Selon d'autres indiscrétions, Charles Blé Goudé serait tué à petit feu sous ordre du régime en place à travers du poison introduit dans son repas quotidien. Le leader des jeunes compatriotes ivoiriens avait été arrêté le jeudi 17 janvier 2013 au Ghana et transféré en Côte d'Ivoire le jour suivant. Proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, toujours incarcéré dans les Jeux de la Haye aux Pays-Bas, Charles Blé Goudé est inculpé notamment pour crimes de guerre. Kigali et Kinshasa sont sur le pied de guerre. La chute des obus sur Goma et la riposte de Kinshasa vers Kigali, avec mort d'homme à la clé, aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Samedi, le Rwanda a accusé la République démocratique du Congo d'avoir à nouveau bombardé son territoire et averti qu'il ne resterait pas indéfiniment impassible. Selon le général Joseph Zambouawita, 5 obus ont atterri vendredi après-midi dans plusieurs villages rwandais frontaliers de la RDC, tirés depuis les positions des forces armées congolaises près de Mutao. Affirmant que ces tirs n'étaient pas accidentels, l'officier rwandais a affirmé que les forces rwandaises de défense sont en alerte, prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population. Bien avant jeudi, le gouvernement rwandais avait accusé Kinshasa d'avoir lancé une roquette sur le village rwandais de Bougou, à quelques kilomètres au nord de Gisenyi. À son tour vendredi, le gouvernement congolais, par la voix de son ministre des Médias et porte-parole Lambert Mende, a affirmé que la plupart des roquettes tombées jeudi sur les périphéries de Goma, faisant près de 2 morts, venaient du Rwanda, plus précisément des localités de Mukamira et de Rugero. Par ailleurs, à Luanda, en Angola, lors du sommet tripartite entre l'Afrique du Sud, l'Angola et la RDC, un accord de coopération militaire portant formation des forces armées et forces de police de la RDC a été signé. L'Afrique du Sud a déjà déployé environ 1400 soldats dans le pays pour renforcer l'effectif des casques bleus onusiens combattant auprès de l'armée congolaise. Dimanche, face à l'intensification des affrontements qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23, Washington s'est dit profondément inquiet, tandis que le ministère britannique des Affaires étrangères annonçait avoir retiré son personnel basé à Goma. Kinshasa, Human Rights Watch et les Nations Unies accusent le Rwanda et l'Ouganda d'alimenter le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo en fournissant notamment hommes, munitions et refuges aux rebelles du M23, actifs depuis mai 2012 et composés essentiellement de Tutsis congolais. Des accusations toujours rejetées par Kigali et Kampala. Les autorités libyennes veulent sortir de la spirale de violence dans laquelle s'est embourbé le pays depuis l'assassinat du colonel Mohamed Kadhafi en octobre 2011. Le chef du gouvernement, Ali Zeidan, a annoncé dimanche le lancement d'un dialogue national inclusif afin de favoriser la réconciliation et faciliter le processus de désarmement. Pour le Premier ministre libyen, il est question surtout de former une commission composée de personnalités de la société civile libyenne qui initieront un débat autour des thèmes tels que la future constitution, la réconciliation nationale, les populations déplacées, le désarmement ou la sécurité. Ali Zeidan a également assuré que l'ONU était disposée à soutenir l'initiative en apportant son expérience et son savoir-faire technique. Cette annonce du Premier ministre libyen intervient alors que jeudi dernier, des affrontements intertribaux à l'ouest de Tripoli ont fait environ 4 morts. Le 18 août dernier, c'est le ministre libyen de l'Intérieur, Mohamed Khalifa Al-Sheikh, qui avait démissionné, accusant le chef du gouvernement, Ali Zeidan, de l'empêcher de mener à bien sa mission. Samedi dernier, le consulat d'Égypte à Benghazi a été pris pour cible, mais sans faire de victimes. Selon Human Rights Watch, les assassinats politiques, toujours plus nombreux en Libye, ont déjà coûté la vie à 21 personnes. Plus de 2 ans après la chute du guide de la révolution libyenne, les nouvelles autorités peinent à dissoudre les innombrables groupes armés existants dans le pays, à mettre fin aux arrestations arbitraires et à la torture des détenus ou de régler le problème des déplacements forcés de groupes réputés pro-Kadhafi.